Bonjour et bienvenue dans cette séance. Aujourd'hui, on va parler d'automatisation avec Python. Donc, on va voir les bases de ce qu'on appelle le scripting. On va voir aussi un petit des tâches d'automatisation avec Python. Je vais en proposer quelques exemples. Et enfin, on va appliquer ce qu'on a vu sur les deux premiers points pour voir une application concrète de l'automatisation et du scripting. Donc, le scripting peut être défini comme une approche qui consiste à écrire des scripts, donc de petits programmes pour exécuter des tâches spécifiques sans intervention humaine. Donc, avec Python, on a la possibilité d'utiliser, par exemple, des variables et des types de données, des structures de contrôle donc pour les conditions et les boucles. Donc, on peut utiliser des fonctions pour faire du scripting. On peut manipuler aussi des fichiers ou bien on peut gérer des erreurs. Donc tout ça, on peut le faire sans intervention humaine. Donc pour le premier exemple, donc avec les variables et les types, on peut créer trois variables. Donc une première variable qui s'appelle nom, qui est une chaîne de caractères. Une deuxième variable qui s'appelle âge et qui est un entier. Et une troisième variable qui s'appelle étudiant, qui est un booléen. Donc, si on affiche, là, on a créé des variables. On a stocké de l'information dans trois variables différentes. On peut utiliser des structures de contrôle donc pour tester des conditions. Par exemple, si notre objectif, c'est de voir si l'âge et si la personne concernée, elle est majeure ou mineure. On peut faire if âge supérieur à 18, on dit print majeur. Sinon, on dit print mineur. Donc là, on a majeur parce que âge est égal à 25. On peut faire la même chose donc avec les boucles. Donc on peut créer une boucle for avec un range. À chaque fois, on affiche. Donc on va afficher l'ensemble des éléments du range qui est une collection d'éléments compris entre 0 et 4. On peut faire la même chose pour la boucle while. Donc on peut créer notre compteur que l'on initialise à 0 et tant que le compteur est inférieur à 5, on affiche le compteur et on incrémente. Donc avec compteur plus égal 1. Si on affiche, on a un compteur qui est 0, 1, 2, 3, 4. On peut créer des fonctions, donc comme la fonction ici dire bonjour, donc qui prend en entrée un nom et qui affiche bonjour avec le nom. Donc on peut manipuler des fichiers si notre objectif c'est de créer des fichiers par exemple, ou bien de lire le contenu dans un fichier. On peut juste ajuster le mode, que ce soit W pour write et R pour read. Donc, pour créer un fichier, il faut l'ouvrir en mode écriture, donc avec le W. Et après, on peut mettre write pour hello world, anti/n ici pour dire qu'on va à la ligne et on écrit Python est génial. Donc là, on crée un fichier et on écrit deux phrases. Et après avoir créé notre fichier, on peut l'exécuter. Donc, on peut l'ouvrir en mode lecture et on lit le contenu avec read qui lit le contenu du fichier sous forme de chaîne de caractères. Donc, si on exécute, on a Hello World, Python est génial qui est affiché par le print. Et si on va dans notre répertoire, on peut voir exemple txt existe, donc le fichier a été bien créé. Et à l'intérieur du fichier, on a Hello World, Python est génial. On peut gérer les erreurs donc avec des blocs de try, except et finally. Donc pour le try, supposons que notre objectif c'est de mettre en place un système qui fait la division de deux nombres. Donc il peut y avoir des erreurs suivant le dénominateur. Donc si le dénominateur est égal à 0, l'opération ne peut pas être exécutée. Donc il y a une exception qui va être levée. Si l'exception n'est pas levée, il y aura un bug sur notre code. Donc le code va crasher. Donc pour éviter ça, juste un message d'erreur va être renvoyé avec print division par 0. Erreur division par 0. Et après avoir exécuté le except, on ne va pas s'arrêter, on peut continuer le programme, mais dans le bloc de finally. Donc là, on peut exécuter pour voir nettoyage terminé. Venons-en sur la partie automatisation des tâches avec Python. Donc Python permet d'automatiser de nombreuses tâches répétitives,
notamment pour la gestion des fichiers. Donc, on peut interagir, voilà, on peut automatiser la tâche pour interagir avec un fichier. On peut faire du web scraping, donc pour récupérer des informations dans un site web, envoyer des mails ou bien faire de l'administration système. Donc, essayons de voir ces quatre exemples. Pour la gestion des fichiers, donc l'approche la plus simple, c'est d'utiliser euh, OS. Donc OS qui fait référence à Operating System, donc euh, pour gérer la partie système de notre. Donc pour Operating System, là, on peut l'utiliser pour interagir avec, par exemple, des répertoires, en créer, supprimer des fichiers, etc. Donc, on fait import OS pour importer notre module. Et après avoir importé ce module, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la possibilité, par exemple, de lister l'ensemble des fichiers ou bien répertoires qui se trouvent dans un répertoire donné. Donc ici, il faut juste donner le sommet d'accès du répertoire. Si mon objectif, c'est d'afficher les fichiers et répertoires qui se trouvent sur le répertoire en cours d'exécution, donc ce répertoire-là, je mets juste point. J'ai fait os.listDir pour lister l'ensemble des fichiers et répertoires. Donc là, j'ai .config qui sont des fichiers spéciaux, donc on ne voit pas directement. On a exemple.txt, le fichier qu'on avait créé. On a un répertoire qui s'appelle nouveau dossier, donc que j'avais créé durant les exécutions précédentes. Et il y a simple data que Colab rajoute directement par défaut. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de répertoires, donc deux répertoires et un fichier qui sont là. Donc, on a la possibilité, par exemple, de créer un nouveau répertoire. Par exemple, ici, je vais mettre nouveau dossier 1, os.mkdir, donc pour make directory. Donc, si je l'exécute, là, je peux avoir nouveau dossier 1, voilà, qui est créé. J'ai la possibilité aussi de supprimer des fichiers, par exemple, avec os.remove. Donc, pour exemple.txt, si je veux le supprimer, voilà, je fais os.remove. Là, on ne voit plus exemple.txt. Donc, on a la possibilité de faire du web scraping. Donc, je vais essayer de montrer en fait une approche qui consiste à extraire des informations dans un site web qui vend des livres et on va afficher pour chaque livre son prix. Donc, pour cela, on aura besoin des bibliothèques Request et Beautiful Soup. Donc, il faut l'installer dans un premier temps. Donc, il faut exécuter pipe install request et Beautiful Soup. Et après l'installation, donc je vais supprimer pour plus de clarté. Donc, je vais importer la bibliothèque request et Beautiful Soup. Donc, je vais l'importer de cette façon. From base 4, import Beautiful Soup. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je donne juste le lien. Donc, je donne l'URL, autant pour moi, du site où je vais extraire des informations. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais appliquer directement le header ici pour envoyer la requête. Donc, c'est quoi l'objectif de cette approche? Donc, le header, si vous regardez bien, ça utilise User Agent et Mozilla, donc slash 5.0. Cela permet en fait d'avoir une requête HTTP qui indique au serveur que la requête provient d'un navigateur web. Donc, pour cet exemple ici, c'est Mozilla slash 5.0, ce qui peut être utilisé pour simuler une requête provenant par exemple d'un utilisateur humain plutôt que d'un script automatisé, donc qui peut bloquer l'accès. Donc si je définis mon header, donc je vais utiliser request.get pour récupérer les informations suivant l'URL. Donc là, je donne l'URL et je mets headers, donc je donne le header que j'ai défini ici. Donc, l'information va être stockée dans response et je peux l'afficher. Donc là, j'ai response, c'est 200. Donc, si c'est 200, c'est que la requête s'est bien déroulée.
Dans le cas contraire, on peut avoir d'autres sorties. Par exemple, pour 400, on peut dire qu'on a une mauvaise requête, donc bad request. Pour 404, par exemple, si la page n'est pas trouvée, donc not found. Et on peut avoir aussi 500 pour une erreur interne du serveur, donc internal server error. Donc on peut avoir des valeurs différentes. Donc là, on a l'information qui est stockée sur response, mais on va parser response. On ne va pas l'utiliser directement. On va le parser sous forme de HTML, donc en utilisant Beautiful Soup response.text, et on le parse pour avoir du HTML, donc ça va pour avoir les balises et tout. Pour ceux qui sont un peu habitués avec le HTML. Donc là, je vais exécuter. Et si vous regardez bien, j'ai du code HTML. Donc, j'ai les paragraphes avec les P, des formulaires, des boutons, etc. Donc, je vais me servir de cette représentation pour extraire l'information dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire soup.findAll, article par exemple, classe, donc je donne product prod. Donc, je vais extraire tous les articles donc avec, qui sont dans la classe product prod, pod, autant pour moi. Donc, si on regarde bien, là, on voit des balises avec article, et on a classe product pod. Donc, c'est l'ensemble de ces informations que je veux récupérer. Donc là, j'ai spécifié la balise et quelle classe en fait me concerne. Donc, pour ceux qui sont un peu habitués avec la structure de HTML avec des définitions de classes et d'idées. Donc, je vais faire une itération, donc je vais boucler parce qu'il y a beaucoup d'articles. Donc, je vais faire for book in books. Donc, à chaque fois, je récupère le H3, donc qui me permet d'avoir le titre, donc point A, title. Et après book.find, je récupère dans le paragraphe, je récupère uniquement la classe price color, donc pour récupérer juste le prix, donc dans point text. Et après avoir fini, donc j'ai bouclé sur l'ensemble. À chaque fois, je vais afficher donc le titre ici, c'est-à-dire le nom du livre et le prix correspondant. Donc là, je peux exécuter. Donc vous voyez, j'ai titre et j'ai le prix aussi. Donc une petite approche très simple à utiliser si vous voulez faire du web scraping, extraire des informations dans un site web. Donc, on peut avoir l'approche d'envoi d'email donc de manière automatique en utilisant MTP-lib par exemple et email aussi. Donc là, il suffit juste de configurer. Donc, l'expéditeur, c'est qui? On donne son mail. Le destinataire aussi, la même chose. Donc, pour le mail, ce qu'on doit envoyer l'objet, donc Hello from Python. Ceci est un mail envoyé via un script Python, par exemple le corps de notre mail. Après, on définit le même texte donc qu'on a importé ici sur email. Donc, on donne le corps. On définit le subject donc pour l'objet de notre message. From, donc l'expéditeur et tout destinataire. Et après, on utilise SMTP-lib donc pour comme serveur, donc ici. Et après, on peut utiliser cette approche directement pour envoyer un mail. Donc, une petite simulation. Mais il faut avoir l'ensemble et les conditions d'accès doivent être réunies pour cette approche. C'est-à-dire s'il y a des mots de passe et tout ça, donc il faut bien les gérer. Donc pour la partie administration système, donc on peut utiliser par exemple Settle et pSettle. Donc Settle et pSettle nous permet en fait d'avoir une gestion plus globale donc de notre système d'exploitation. Donc, supposons qu'on utilise Settle, par exemple, pour avoir des informations sur le disque, donc pour l'espace disponible, etc. Donc, on peut appliquer settle.disquejets. Donc, on fait slash directement pour récupérer l'ensemble des informations. Ce sera le total used et free. Donc, ça va être la capacité, voilà, l'espace du disque. Après, on aura le used, ce qui est utilisé, et ce qui reste, ce qui est disponible pour le free.
On peut appliquer une conversion parce que par défaut, il donne la représentation en octets, donc on peut convertir. Et bien sûr, là, on fait une conversion binaire, donc pas décimale. On convertit avec 2 à la puissance 30. Voilà. Et on peut appliquer cette approche. Donc là, on voit l'espace disque, c'est 70 gigas, donc qui sont libres ici. Donc on peut faire la même chose donc pour lister les processus en cours d'exécution, donc les programmes qui s'exécutent actuellement sur Colab. Et là, si on voit, on a Docker init, Node, etc. Donc on peut utiliser Citel aussi dans une autre condition ou bien dans un autre contexte. Là, si on récupère le total, donc pour le disque IZ, si on récupère la capacité totale, ce qui est utilisé et ce qui est disponible pour le free, donc on peut faire un formatage pour afficher cet ensemble, pour voir. Donc là, pour le total, on a 107.72, alors que là, il nous avait donné, ça c'était le free, d'accord. Le free, c'est 70.81. Donc c'est la même chose qui était donnée ici. Donc là, il n'y avait pas de virgule pour la conversion. Mais ici, on a continué. Donc on a mis point .df pour prendre deux chiffres après la virgule. Donc pour le total, c'est 107. Pour ce qui est utilisé, c'est 36 gigas. Et pour ce qui reste, c'est 70 gigas. Donc, on peut utiliser aussi pour la gestion des utilisateurs, par exemple pour ceux qui sont plus administration système. Donc, on peut utiliser PWD. Par exemple, si l'objectif c'est de récupérer la liste des utilisateurs du système, donc ceux qui utilisent le système. Donc, on peut mettre get pwall. Donc, on récupère tous les utilisateurs. Et après, on fait une boucle pour afficher cet ensemble. Donc, pour chaque utilisateur, on affiche les informations. Donc, si on regarde bien, il y a un ensemble d'utilisateurs. Donc, l'utilisateur, ce n'est pas forcément uniquement des humains. Donc, là, on a root d'abord. Donc, le premier utilisateur. Après, on a daemon ici, etc. ID utilisateur, ID du groupe. Donc là, c'est un peu plus administration système. Je ne vais pas trop rentrer sur ces détails de groupe et voilà, d'identifiant. Mais on peut voir, on a la possibilité en fait d'automatiser ces tâches et de faire des manipulations beaucoup plus poussées. Donc, on a aussi la possibilité d'utiliser SIP-Process. Supposons que notre objectif, c'est d'utiliser des commandes bash, par exemple, sur Python. Donc, au lieu d'utiliser le bash natif, on peut utiliser directement Python. Donc, avec SIP-Process, c'est possible. On l'importe d'abord, d'accord? Et là, on peut mettre SIP-Process.run PS. Donc, afficher la liste des processus en cours d'exécution, par exemple. Donc, ici, sur Colab, c'est obligatoire de faire capture output, c'est égal à true, et texte, c'est égal à true, parce que sinon, on ne va pas avoir les résultats de sortie. Mais si vous travaillez directement sur un script.py, donc sur votre PC, vous n'avez pas besoin de spécifier ces deux arguments. Donc, si on fait result.stdout, on affiche sur la sortie standard. Donc là, on peut voir le résultat du PS, donc, qui nous donne des informations sur les processus en cours d'exécution. On peut installer aussi la bibliothèque NetEface, donc pour gérer tout ce qui est interface réseau. Donc pour tout ce qui est traitement réseau, on peut utiliser cette bibliothèque. Donc on attend un peu pour l'installation. Donc c'est bon, là on a fini d'installer cette bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on va faire? On l'importe d'abord. Si on utilise interfaces, donc là on a un ensemble d'informations, on peut obtenir l'adresse IP, etc. Donc, si on exécute cette cellule, donc là, on peut voir, on a l'adresse IP, le masque du réseau, voilà, on a un ensemble d'informations. Et pour chaque réseau, ou bien chaque interface réseau, on a les informations correspondantes. Donc, on a deux interfaces ici, LO ici et ETH0. Et pour chaque interface réseau, là, on a l'adresse IP correspondante et le masque réseau qui est utilisé. Donc, la liste, elle est vraiment longue. Donc, j'ai pris uniquement
ces exemples pour illustrer, mais suivant le contexte d'application, vous pouvez avoir des méthodes qui sont plus spécialisées. Donc, essayons de construire, par exemple, un script d'automatisation. Supposons que notre objectif, c'est d'automatiser la sauvegarde de fichiers. Donc, on peut créer un dossier, par exemple, mon dossier, et on met dans mon dossier deux fichiers, donc fichier 1 et fichier 2. Donc, on peut essayer de créer. Donc là, si on ouvre dans mon dossier, vous allez voir qu'il y a deux fichiers, donc fichier 1 et fichier 2. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a la possibilité, donc si on importe le OS et settle, donc ça va être suffisant. Donc, on peut mettre le répertoire source ici et destination. Donc, là où on prend les fichiers et là où on va les stocker. Donc, on crée une fonction pour faire ce traitement, donc sauvegarde de fichier qui prend en entrée la source et la destination. Donc, il vérifie dans un premier temps si la destination n'existe pas, il le crée, donc avec os.makedir, donc destination. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Si on ouvre avec, ou bien on liste l'ensemble des éléments qui se trouvent dans la source, et à chaque fois on utilise settle.copy pour copier donc de la source vers la destination avec os.path.join, donc pour concaténer les deux. Donc source, il ne faut pas oublier, source c'est juste un chemin d'accès, donc qui est une chaîne de caractères. Donc on va concaténer avec fichier qui va être encore une chaîne de caractères parce que os.listdir nous retourne une liste de chaînes de caractères. Si on concatène, on a le lien en fait correct pour accéder à chaque élément. Et à chaque fois, on va le mettre dans destination. Donc, pour le moment, si vous regardez bien, donc on peut exécuter ce code pour voir. Dans mon dossier, c'est notre source et on veut sauvegarder les éléments de mon dossier dans sauvegarde. Pour le moment, on n'a pas de répertoire qui s'appelle sauvegarde. Donc, si on regarde bien, il n'y a pas sauvegarde. Donc, on exécute et là, on peut rafraîchir. Donc, vous voyez, il y a sauvegarde qui vient d'être créée et qui contient fichier 1 et fichier 2. Donc, en gros, c'est ce qu'on peut dire sur l'automatisation des tâches avec Python. Donc, écrire des scripts de base, automatiser la gestion de fichiers. On peut faire du scrapping des données provenant du web, envoyer des mails, gérer le système, donc, etc. Donc, créer un script, donc c'est ça l'objectif de créer un script qui envoie un email avec une pièce jointe, parce que je n'ai pas continué cet exemple, donc vous pouvez vous exercer sur ça, ou qui scrape les actualités d'un site, c'est-à-dire on lui donne l'URL d'un site et on récupère les actualités, c'est-à-dire l'information d'un site. Donc, merci pour votre attention.